Le candidat Mamadou Koulibaly était ce lundi 5 octobre 2015 face aux femmes de l'organisation de la société civile à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan pour expliquer le contenu de son ambition politique. Il peut y avoir beaucoup de querelles entre nous, beaucoup de suspicions, de la bagarre, mais le seul défi que nous avons à relever, c'est la pauvreté. Et malheureusement, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, c'est la moitié de la population qui est pauvre. Et la moitié, c'est 12 ou 13 millions, et pauvres au sens de 500 francs par jour, c'est-à-dire 15 000 francs par mois, des gens qui ne peuvent pas faire un repas correct par jour, et on vit ensemble dans le même pays. On se débat tous les jours. C'est vrai qu'on ne les remarque pas tout de suite parce qu'il y en a autour de nous, dans notre famille, partout. On ne le sent pas, pourtant ces populations sont là. Et il me semble que ce soit l'essentiel des problèmes. Et pour lutter contre cette pauvreté, moi j'ai un programme phare, le seul point d'ancrage. Je suis parti de l'idée que les plus pauvres de chez nous se trouvent en grande majorité dans le milieu rural. Ce sont nos parents qui vont au champ, tout le temps. Et pour que l'on les sorte de la pauvreté, je n'envisage pas de distribuer de l'argent, je n'envisage pas de leur faire des programmes spécifiques pour que la Banque mondiale vienne les aider, que le FMI vienne les aider. Et je suis conscient que c'est nous-mêmes qui avons cultivé et organisé cette pauvreté. Il faut enlever le monopole du carburant. Pourquoi c'est un seul vendeur de carburant en Côte d'Ivoire? Chacun sait qu'en Arabie Saoudite ou ailleurs, en Iran, en Russie, il y a des raffineries qui raffinent. Chaque station d'essence peut aller se fournir et puis venir nous vendre du carburant bon marché. Dans les bons pays, là, ça se fait, c'est pas nouveau. Je n'invente rien. Je dis ce qui marche dans les bons pays, on peut le faire ici. Le monopole de l'acier, c'est terminé. Le monopole du médicament, un seul vendeur à nos grossistes qui vendent dans les pharmacies. Pourquoi les pharmaciens ne peuvent pas aller chez les fabricants en Inde se fournir directement? Pourquoi faut-il passer chez un monopole fini? Et la suppression de ces monopoles créera des emplois. Dans le budget, c'est 15% du budget qui sera consacré à la santé parce que c'est un accord entre les pays de l'Union africaine à Abuja depuis 2001. Et puis la clé, c'est que tous ceux qui géreront l'argent public, président de la République, ministre, député, DG, l'argent public, hein, je dis, personne ne sort pour aller se soigner dehors. On va tous se soigner ici, dans nos hôpitaux publics. Si on en a peur, qu'on investisse massivement dans le plateau technique, dans les facultés de médecine, dans les laboratoires, qu'on achète les appareils et qu'on les mette là. Pas question d'inaugurer l'hôpital général d'Alépé et puis le soir prendre l'avion pour aller se faire soigner soi-même à l'hôpital militaire de Paris. Et puis, plus rapidement, si on veut vraiment profiter de nos frères qui sont à l'étranger, la double nationalité, je corrige le code de la nationalité qui interdit aujourd'hui qu'un Ivoirien qui, pour des raisons économiques ou autre chose, devient français, on lui dit qu'il ne peut plus être Ivoirien parce qu'il est devenu français. C'est-à-dire quelqu'un comme Didier Drogba, bon, s'il a pris la nationalité d'un pays là-bas pour jouer, il est plus renommé que chacun d'entre nous, il a plus d'argent que chacun d'entre nous, et nous tous on sait qu'il est de Oragayo ici, mais parce qu'il a pris la nationalité d'un pays pour pouvoir jouer au ballon, on dit donc qu'il ne peut plus être Ivoirien. Non, il n'a qu'à être les deux en même temps. Et c'est ceux-là qui, depuis New York, depuis Paris, depuis Ottawa, depuis Tokyo, depuis Shanghai, vont revenir booster un peu les parents qui sont restés ici pour lesquels l'univers s'arrête au village du coin alors que le monde est très vaste. Et puis il y a, je rentre maintenant dans les questions concernant les femmes avec un thème sur la polygamie. Le code dans votre civil qui est dessus, comme il y a le code pénal ou le code de procédure pénale ou n'importe quel code. Quand vous violez le code, vous allez en prison. Or là, le code civil est violé parce qu'autour de nous, nous tous là, on est souvent des mariages polygamiques. Et puis bon, on met personne en prison. Ou bien alors on est tous complices ou on est d'accord avec. On fait la loi et puis c'est clair. Comme ça, les femmes qui sont dans ces foyers sont protégées par la loi, leurs enfants sont protégés par la loi, et puis la famille devient plus solide plutôt que d'avoir
un homme avec plusieurs femmes et puis il n'y a aucun statut, lorsque le monsieur décède, c'est la catastrophe. La pension, la retraite, l'avenir des enfants, il faut en finir avec ça. Les femmes ont besoin d'être sécurisées et leurs enfants aussi. Le tout, c'est que l'emploi, le marché du travail est tellement étroit, tellement serré, que les femmes déséquilibrées dans le ménage se retrouvent défavorisées sur le marché du travail. C'est pour ça que je commence à mettre de l'ordre dans la famille, dans l'éducation, avant d'arriver sur le marché du travail. Et sur le marché du travail, hommes et femmes, il suffit de créer des emplois. Ce ne sont pas les entreprises qui sont là déjà qui vont créer des emplois, ce sont les entreprises qui vont venir. Les zones franches, comme celle de Bassam, au lieu de la garder pour les biotechnologies, à mon avis, il faut l'ouvrir à toutes les entreprises. Que toutes celles qui ont envie de produire, que ce soit de la bière, que ce soit des aiguilles, que ce soit des chemises, aillent s'installer et puis puissent bénéficier. Et c'est ça qui va créer des emplois. Et puis les femmes, si elles sont formées, vont pouvoir en bénéficier le plus. Le principe de toutes ces réformes, à mon avis, c'est la diversité. Les femmes, c'est la moitié de chez nous. Il faut donc montrer une société diverse aussi bien dans la famille équilibrée, dans l'entreprise, dans la société, dans l'école. C'est corriger les disparités là où elles sont en déséquilibre, leur donner un peu plus de force, mais sans rien prendre aux hommes. C'est simplement ouvrir les portes qui sont fermées actuellement. Et puis, bien sûr, trouver cette technique que les anglo-saxons aiment appeler le renforcement pour les fonds pour le renforcement des capacités des filles. Il faut mettre cela en place pour les aider à devenir un peu plus robustes. Voilà, mesdames, pour aller vite, le programme global et bien sûr les programmes plus spécifiques, diversité, inclusion et correction des disparités. Mais tout ça ne peut se faire que si on lance de grands projets de réforme dans notre pays et que les hommes politiques eux-mêmes ne se présentent pas à vous comme des gens qui vous font des cadeaux. Voilà, madame, ce que j'avais à dire. Son programme de société présenté, le professeur Mamadou Coulibaly a eu aussi droit à une séance de questions-réponses comme l'a prévu les organisatrices de ces rencontres. Je suis promoteur immobilier. Ma question, c'est par rapport à la corruption. On a énormément de corruption dans tout ce qui est au niveau de la justice. Vous parlez justement de vous focaliser sur ce secteur-là. Dans les ministères, pour des documents, pour des montants vraiment dérisoires. Quand j'ai dit dérisoires, pour des 25, pour des 10 000, on est capable de faire disparaître un agrément, on est capable de faire disparaître un gros dossier. Moi, j'ai été au ministère des Finances en 2000. J'ai trouvé des gens en place. Je n'ai pas bougé un seul. Et je leur ai dit, ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas travailler avec moi sont libres de partir. Ah, il y a quelqu'un du ministère qui est là d'ailleurs. Ceux qui veulent travailler avec moi n'ont qu'à rester. Mais voilà ma méthode de travail. Que ce soit le budget de l'État, que ce soit le trésor public, que ce soit la douane, que ce soit les impôts, si vous mangez 5 francs, si je vous vois, vous allez payer. Mais tant que vous êtes correct, que vous soyez RDN, PDCI, UDMH, je m'en contrefiche. Il y en avait d'autres d'ailleurs que Bédia avait éjecté du système. Je les ai rappelés. Vous êtes des fonctionnaires ivoiriens, vous ne pouvez pas rester à la maison, payer pour revenir en attendant de trouver des places, serez mes conseillers ici. Et puis on a bossé ensemble. Mais la méthode là, c'est vraiment la rigueur, la discipline, le sérieux. Quand je vous demande un papier, pour demain matin 8 heures, si vous devez dormir au bureau, dormez au bureau à 8 heures, je veux mon papier. Si vous ne pouvez pas le faire, donc vous partez. Si vous pouvez le faire, on est des copains. Je m'en fous de votre ethnie, je m'en fous de votre parti. Mais si vous nommez des gens parce que c'est les gars de votre parti, il n'est pas compétent, il ne comprend rien à rien, des conseils, des notes. Ça aussi, c'est les conséquences. Il faut que nous-mêmes, au sein des partis, nous soyons conséquents, quoi.
Quand c'est notre parti qui fait, on dit, ah mais c'est bien, vous aussi vous avez fait ça avant, non? Il y en a qui me disent ça. Oui, mais tu te plains, quand vous étiez là-bas, vous avez fait ça. Je dis, mais oui, si vous êtes sur le pont de Gaulle, là, et puis je suis devant vous en voiture, vous voyez que je fonce dans le mur, je casse le mur et puis je plonge dans la lagune. Vous allez me suivre là-bas aussi. Pourquoi si vous ne me suivez pas là-bas, vous allez, si c'était pour faire les mêmes défauts que moi, la femme, me laissez à ma place. Le problème est que vous avez posé un certain nombre de conditions pour que vous puissiez participer aux élections. Et nous sommes à 2 semaines des élections à peu près, et nous ne voyons rien se faire dans le sens de la satisfaction des conditions que vous avez posées pour participer aux élections. Et c'est une grande inquiétude pour nous tous, je pense. Alors, je vous pose la question de savoir comment nous allons faire, puisque nous souhaiterions aller voter et nous comprenons que des conditions soient posées, mais les conditions ne sont pas réunies. Qu'est-ce que vous ferez? C'est vrai qu'on a posé des conditions, on a souhaité que des choses se fassent, elles ne sont pas faites. Et je ne suis pas du tout convaincu qu'on puisse faire ces élections-là dans 21 jours. Vraiment. Ce matin, nous étions à la haute autorité de l'audiovisuel. Les hautes personnalités de l'audiovisuel nous disent: vous avez 72 heures pour déposer vos prêts à diffuser. 72 heures avant la date de lancement de la campagne. Les prêts à diffuser à la télé, à la radio, les déclarations des candidats. Mais 72 heures là, eux-mêmes, c'est aujourd'hui qu'ils décident de nous dire ça. Et 72 heures là, c'est aujourd'hui quoi. Eux-mêmes ne sont pas prêts. Et puis ils disent aux candidats 72 heures. On n'est pas prêts du tout pour ces élections-là. Rien n'est prêt. Rien. Et ils essaient de forcer, on fait un bulletin unique. Le bulletin unique, premier de la liste, c'est le président de la République. On dit, mais pourquoi lui il est premier? On dit, c'est par l'ordre de dépôt des candidatures et puis le Conseil constitutionnel a suivi. On leur dit, mais est-ce qu'il y a une loi, un décret, un texte qui dit que c'est dans cet ordre-là que le bulletin doit être présenté? Non, nous on a suivi le Conseil constitutionnel. Mais alors, est-ce que dans la loi sur le Conseil constitutionnel, il y a un article qui dit que le Conseil a le droit d'inventer la loi? Son travail, c'est de vérifier la constitutionnalité, il n'invente pas la loi. Si on ne sait pas comment faire dans ce type de camp, tire au sort. Ah, tire au sort, on a déjà fabriqué les bulletins, vous aussi. Non. Non. Et puis le décret même pris par le président dit le bulletin unique est présenté en termes de nom et prénom. C'est écrit dans le décret que le président a signé. On leur dit, mais c'est le président qui a signé ça et oui. C'est bien écrit non, que c'est nom et prénom sur le bulletin, oui. Mais pourquoi pour lui, là, c'est prénom avant le nom? Et puis pour d'autres, c'est nom avant le prénom. Soit vous êtes régulier avec tout le monde, sauf ils ne sont pas prêts. Il faut noter que la série de rencontres organisées par les femmes de la société civile se poursuit jusqu'au 8 octobre 2015, juste avant le début des campagnes électorales.